Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Sud Radio à 9h13. À suivre dans un petit quart d'heure à partir de 9h30 jusqu'à 10h dans La Vérité en face. On va revenir sur le nouveau rapport et les dernières recommandations du GIEC qui tire une nouvelle fois d'ailleurs la sonnette d'alarme. Vous le verrez, on sera en compagnie d'Anna Créti qui est professeure d'économie, directrice scientifique des chaires économie du climat et du gaz naturel à l'université Paris-Dauphine. Mais tout de suite, on va parler des quartiers dits sensibles. Sont-ils réellement des zones de non-droit ? Vous n'hésitez pas d'ailleurs à nous appeler au 0800 26 300 300. On en parle tout de suite avec notre invité qui est avec nous en studio, Stanislas Pohier, journaliste au Figaro, qui vient de signer Défense d'entrée, enquête au cœur des quartiers prioritaires de nos villes, et c'est aux éditions du Rocher. Bonjour. Bonjour. Bonjour, oui, et c'est une enquête passionnante évidemment que vous avez menée, parce que c'est vrai, bien souvent, c'est à la une des médias, on en parle des trafics de drogue, des quartiers impénétrables, zones de non-droit, et vous vous êtes dit, voyons voir quelles sont véritablement, quelle est la réalité. Et moi, j'ai été effectivement particulièrement interpellé par votre enquête. Alors, dites-nous justement, et racontez-nous aux auditeurs comment vous avez procédé et ce qu'il en est réellement de l'ensemble en fait de ces quartiers. Alors, on va pas tous les citer, mais vous êtes allé à Dreux, à Vénissieux, à Roubaix, à Marseille, Toulouse, Rennes, enfin un petit peu partout. Hein. Oui, alors effectivement, ce constat dont vous parlez, c'était exactement celui que je voulais vérifier. On parle toujours de ces quartiers, on dit toujours qu'ils sont impénétrables, qu'on ne peut pas y rentrer. Donc je voulais tout simplement vérifier. Et me dire, avant de parler de ces quartiers, il faut rentrer, il faut parler avec les gens pour voir un petit peu qu'eux racontent de l'intérieur ce qu'il en est vraiment. Ouais. Et ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, la méthode de travail était en elle-même le sujet du livre. Ça veut dire ma capacité, moi, à rentrer, c'était déjà quelque chose. Ouais. Voilà. Alors déjà là, déjà c'est un premier pas évidemment, et ce n'est pas si simple que ça, forcément. De rentrer, non, évidemment non. Alors évidemment, on parle toujours de ces quartiers comme des zones de non-droit, des forteresses dans lesquelles on ne peut pas rentrer. Évidemment, c'est pas le cas. J'y suis rentré, on y rentre. Vous, moi, les auditeurs, demain, vous rentrez dans ces quartiers-là, vous n'allez pas vous faire agresser, vous n'allez pas vous faire accueillir à coups de jets de pierre. Ouais. Simplement, il y a une vraie différence entre rentrer et parler avec les gens, discuter, pouvoir construire une discussion, sur une relation de confiance. Et ça, c'était ça tout l'enjeu du travail. C'était arriver à gagner cette confiance pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et ça a été ça vraiment toute la difficulté, tout l'enjeu du travail. C'est vrai que quand on dit souvent aussi zone de non-droit, quand on a un uniforme, c'est plus compliqué évidemment, et on se fait remarquer. Vous n'aviez pas d'uniforme. Tout à fait, bien sûr. Et au contraire, même si dans la plupart de ces quartiers, les médias sont assez mal perçus. Mais peu y vont des médias, non ? Peu y vont, en tout cas. Juste pour les faits divers, quoi. Voilà, exactement. C'est ça l'enjeu, c'est que eux, souvent, les gens de ces quartiers-là souffrent d'une couverture médiatique qui est uniquement centrée sur les faits divers. Ouais. Ce qui s'est passé à Sevran, par exemple, voilà, on est rentré à Sevran pour voir. Il y a eu des émeutes, donc on va parler de Sevran. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très mal vécu, et notamment, il y a une mauvaise image de la presse locale. Il y a vraiment quelque chose à reconstruire. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert aussi dans ces quartiers ? Prenons par exemple Toulouse, le Mirail, qui est un quartier un peu symbolique. Là, vous avez vu que les choses étaient très organisées, notamment par exemple autour du trafic de drogue. Bien sûr, le quartier du Mirail, qui est en fait un ensemble de plusieurs quartiers, notamment la Rennerie, qui est le quartier central. C'est impressionnant de voir l'emprise des réseaux de drogue sur le territoire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des quartiers dans lesquels on ne rentre pas. Des endroits du quartier, des barres d'immeubles dans lesquels on passe, mais on reste pas. Voilà, la barre Messager par exemple, la barre Auriacombe, qui sont des hauts lieux du trafic, on n'y reste pas. Voilà. Après évidemment, il y a d'autres endroits où on peut très bien se promener, se poser, discuter sans aucun problème. En fait, il y a des micro-nuances à l'échelle locale qui sont très importantes, qu'il faut pas cacher, parce que effectivement de loin, vu de Paris, vu du Figaro, on peut avoir tendance que vous travaillez, que c'est un tout, c'est un bloc. C'est un tout, exactement, et que le Mirail est une zone de non-droit. Non, il y a effectivement des endroits au sein du Mirail, au sein de la Rennerie, où le droit n'est pas respecté à certains moments de la journée, midi, minuit, c'est-à-dire les heures d'ouverture du point de deal, mais c'est pas le cas du tout ailleurs. Et d'ailleurs, c'est très drôle, les gens, c'est la première chose qu'ils me disaient, mais regarde,
c'est pas l'Afghanistan ici. Ouais. Personne t'a agressé. Et c'est vrai. Donc il y a quand même aussi une intelligence et une nuance forcément à avoir sur ces quartiers-là pour pouvoir en saisir vraiment la réalité. Ouais, n'empêche qu'il y a quand même aussi beaucoup le poids justement des traditions et des personnes qui se sont implantées au fil des années dans ces quartiers, quoi. Tout à fait. Et donc pour le quartier du Mirail, je me suis attaché à une personne qu'on suit, qui est une jeune femme. Pardon, à chaque fois vous suivez un témoin principal. Oui, c'est ça. Fille de cité, intermittente du deal, etc. Exactement. C'est ça. Voilà. Oui. En fait, l'idée tout simple, c'est d'avoir de pas se répéter d'un quartier à l'autre et d'avoir des points de vue en disant on peut pas avoir un discours qui soit totalisant sur un quartier. En tout cas, moi, c'est pas possible. J'ai pas l'ambition d'avoir faire ça. Donc autant multiplier les points de vue et pour qu'à la fin le lecteur puisse avoir une compréhension un peu complexe de la réalité. Donc pour le Mirail, on suit une jeune fille et effectivement, elle nous raconte ce que c'est d'être une jeune fille dans un quartier essentiellement peuplé d'Algériens. De Mostaganem, et voilà, et donc effectivement la première chose qu'on remarque, même avant peut-être le deal, c'est que ce sont des quartiers exclusivement masculins, que les jeunes femmes... Exclusivement, c'est-à-dire représentés dans l'espace public, bien sûr, évidemment, parce que sinon... il y a des femmes qui vivent probablement 50%. Mais alors, c'est quoi, elles n'ont pas le droit d'occuper l'espace public? Alors c'est tacite C'est tacite. Vous voyez la place Abal, donc qui est la place principale de ce quartier de la Rainerie. Effectivement, il y a des hommes partout. Oui. Et les femmes, elles traversent. Oui. Voilà. Parce qu'il y a une répartition de l'espace public qui est évidemment liée à la culture, une culture maghrébine qui reste, etc. Et les jeunes filles, quand on leur pose la question, ce n'est même pas un enjeu. Ils disent bah non, mais pourquoi j'irais me poser sur la place Abal? Il n'y a pas de... C'est rentré dans les mœurs, voilà. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'autant du coup, les jeunes garçons sortent peu du quartier parce qu'ils sont chez eux, parce qu'ils tiennent les murs, autant les jeunes filles qui ne tiennent pas les murs, qui ne sont moins acceptées dans l'espace public, vont du coup beaucoup plus sortir du quartier. Et donc avoir une ouverture d'esprit peut-être un peu plus grande. Ouais. Et donc les jeunes filles, quand elles vont vouloir passer du temps entre amis, elles vont beaucoup plus facilement sortir du quartier, peut-être aussi parce qu'elles souffrent moins des préjugés dont peuvent souffrir les jeunes garçons de ces quartiers-là, où ils me disent très clairement, à partir d'un certain arrêt de métro, on me regarde plus pareil. Et je pense que c'est effectivement une réalité. Donc du coup, c'est intéressant. Il y a des ressorts et des enjeux qui sont alors quand on est dans ces quartiers, est-ce qu'on se sent encore, si je puis dire, mais en République? Est-ce que les lois sont les mêmes? C'est toute l'interrogation que l'on pose, bien sûr, en disant qu'elles ne sont pas régies de la même manière. Et vous l'avez dit en fait tout à l'heure, il y en a certains qui sont là pour régler un petit peu les choses dans les quartiers. Tout à fait. En fait, moi je n'aime pas l'expression de zone de non-droit. Je trouve que c'est une commodité intellectuelle. Voilà, qui masque les nuances et les réalités du terrain. Mais il faut dire en fait que dans ces quartiers, il y a des propositions alternatives de valeurs et de droits qui sont là. La principale, évidemment, c'est celle du deal, qui est, à des endroits donnés, on va proposer une autre façon de s'intégrer, avec un revenu substantiel, avec une reconnaissance symbolique, avec une possibilité d'évolution au sein des réseaux de deal qui est proposé. Donc on est vraiment sur une alternative, sur une proposition alternative. Il y a évidemment l'islamisme. Malheureusement, le quartier du Mirail, il est aussi très connu pour avoir abrité parmi les pires islamistes, les frères Klein notamment, et beaucoup de départs en Syrie. C'est aussi une forme d'une proposition alternative aux lois de la République, mais c'est pas uniquement en termes de législation, c'est aussi en termes de valeurs, en termes de symbolique. Donc c'est pour ça que forcément la réponse, elle ne peut pas être que policière, etc. Elle est indispensable, cette réponse. Elle est indispensable. C'est peut-être même la première. Et est-ce qu'il y a donc il y a ce trait commun de ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire la présence forte de l'islamisme et puis la présence évidemment des points de deal dans tous ces quartiers là où vous êtes allés, à Grigny, à Dreux, à Vénissieux, à Roubaix, c'est Rennes, un peu partout, c'est très varié. Notamment l'action de l'islam. Il y a des quartiers où il n'y a pas de musulmans, où on va avoir une population chrétienne. Par exemple, si on est à Rennes, on a énormément de... Quartier de Maurepas. Quartier de Maurepas, exactement. Il y a des Maghrébins, mais la plupart des personnes d'origine immigrée qui vivent dans ce quartier-là viennent des Antilles et de Guyane, où on a des populations en fait chrétiennes. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'un quartier à l'autre, même si on est sur des populations avec un fond culturel musulman, on peut avoir le Mirail où il y a plus de 100 départs en Syrie, mais à Félix Piat, par exemple, où sont des Comoriens, il n'y en a pas eu.
Voilà, et c'est l'islam des Comores n'est pas le même. Donc du coup, cette question de l'islam, elle est pas du tout la même d'un quartier à l'autre. Globalement, le trafic, il est partout, à des niveaux différents, c'est sûr. Parfois c'est industriel comme au Mirail, comme à Marseille. S'il n'y avait plus, s'il n'y avait plus de trafic de drogue, parce que on dit oui, par exemple, il faudrait légaliser le cannabis pour éviter tout ce deal. Est-ce que l'économie de ces quartiers s'effondrerait? Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles on dit on ne va pas toucher en fait à ça parce que ça nourrit et ça fait vivre tous des quartiers. Ça fait vivre des milliers de personnes. Je me souviens que le ministre de l'Intérieur avait parlé de 20 000 personnes, ce qui est un chiffre pour moi qui n'a pas beaucoup de sens parce qu'on n'est pas en termes d'équivalent emploi temps plein. En fait, c'est ce que je dis. C'est beaucoup plus large. Il y a des intermittents qui partent, et puis il y a les familles, c'est tout un réseau. Et on parle beaucoup du deal, mais en fait, il y a aussi une économie souterraine qui n'est pas uniquement liée à la drogue, c'est-à-dire le travail au noir, dans les qui fait aussi beaucoup qui échappe finalement, ce que je disais quand même aux lois de la République. Et qui empêche ces quartiers de s'en sortir, parce que comment voulez-vous qu'un boucher, qu'un artisan s'installe quand il y a une concurrence qui ne paye pas ses impôts, etc. Donc c'est ça aussi le problème de ces quartiers, c'est qu'on voulait qu'on s'en sorte s'il y a cette concurrence déloyale avec une économie grise. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Stanislas Poirier, vous disiez que ces habitants se sentaient délaissés. Est-ce qu'avec eux, vous avez parlé forcément politique, campagne présidentielle? Est-ce qu'ils se sentent justement pas du tout rejetés par les principaux candidats? Est-ce qu'au contraire, ils s'y intéressent ou pas du tout? Évidemment, je pense que ça va surprendre personne. Le premier parti, c'est celui de l'abstention. Et en cela, les quartiers, d'ailleurs sur beaucoup d'autres sujets, sont un miroir grossissant de la société française. On retrouve à peu près les mêmes enjeux. Sur la question de la politique, c'est effectivement l'abstention qui domine. Après, on a ceux qui s'y intéressent. Jean-Luc Mélenchon, qui parle à ces populations, à ces gens-là. Voilà, non, mais d'une façon générale, ça les intéresse moins, quoi. Ça les intéresse moins. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est plus varié quand même que ce qu'on pense. Moi, ce qui m'a frappé, c'est j'ai entendu plusieurs fois. Marine Le Pen ne dit pas que des bêtises. Moi, ça m'a étonné. Je me suis dit, c'est amusant. Alors que ce sont des quartiers où toutes les populations sont d'origine étrangère. Bien sûr. À 80-90%. Oui, tout à fait, bien sûr. Est-ce que d'ailleurs, parce que ça, c'est toujours en fait une question, et vous avez pénétré en fait tous ces quartiers, il y a encore une population qui est entre guillemets, je mets bien tout ça, mais d'origine encore française dans ces quartiers? En fait, même européenne, il n'y en a quasiment plus. Parce que, il faut dire. Européenne, pourtant, c'est revenu parfois dans certains quartiers. Je pense en fait à Dreux, où il y a les gens de l'Est et qui sont revenus. Mais alors, ça dépend des quartiers, bien sûr. Tout à fait, ça dépend des quartiers, puisque ce sont des quartiers d'immigration depuis longtemps. Donc, ça veut dire qu'ils vivent au gré des vagues d'immigration. Donc, avant, c'était espagnol, portugais, etc. Puis italien, Europe de l'Est, italien, puis maghrébin, comorien, puis récemment Europe de Proche et Moyen-Orient. Et toutes ces populations ne sont plus là. Ces populations ne sont plus là. Dans certains quartiers, par exemple à Rennes, il y en a encore des personnes âgées. Mais dans beaucoup de cas, ces gens-là sont partis. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces quartiers-là, tout le monde veut en sortir. Les gens disent, on aime bien, on a grandi là, c'est merveilleux. Il y a un attachement aussi paradoxal. Voilà, parce qu'il y a une solidarité immense, etc. Mais tout le monde dit, voilà, ce quartier je l'aime, mais je veux partir pour mes enfants. Voilà, c'est triste à dire, et c'est pour ça, et c'est ça le problème, c'est que le renouvellement des populations, il se fait malheureusement par le bas, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que ceux qui s'en sortent, eh bien, ils traversent la rue pour acheter un pavillon en face, voilà, et ceux qui arrivent, eh ben, ce sont les nouvelles vagues d'immigration qui parlent mal le français, et du coup, et c'est ça qui est très difficile pour les gens qui y vivent, c'est qu'ils disent, nous, on n'est pas contre l'immigration, on a un parcours d'immigration, on est pour l'accueil, etc. Sauf que dans les classes de nos enfants, quand vous avez 10 personnes qui parlent mal le français parce que ils sont arrivés il y a 2-3 ans. Avec 10, 15, 20 langues différentes parfois dans une classe, c'est ce qui se produit. Certains quartiers ont des dizaines de nationalités différentes au sein de ces quartiers. Alors Stanislas Poirier, évidemment, vous n'êtes pas un homme politique, bien sûr. Vous êtes allé faire un travail d'investigation et de journalisme et d'enquête dans ces quartiers. Néanmoins, en y ressortant et avec un petit peu de recul, vous dites, mais quel est l'avenir et quelles sont les solutions éventuellement pour ces quartiers? Alors si j'avais la réponse magique, je serais ravi. Mais évidemment qu'il n'y a pas de réponse magique. Évidemment, la réponse policière, elle est importante. On en parle beaucoup. C'est ce qu'on m'avait dit d'ailleurs quelqu'un de Saint-Ouen qui disait la première des libertés, c'est la sécurité. Il ne faut pas l'oublier, c'est vrai.
Mais évidemment, elle n'est pas suffisante. C'est ce qu'on disait. Ce sont des. En tout cas, ça c'est un premier point quand même, quoi. La sécurité. C'est un premier point. Il faut pas donc faire c'est une semblant. présence policière, quoi. Il faut pas faire semblant. Ça c'est certain. Après, elle n'est pas suffisante. On parle. Dans ce bouquin, je parle de forteresse mentale qu'il faut déconstruire, qu'il faut arriver à abattre pour que les gens puissent rentrer et puis que les habitants puissent sortir aussi. Parce que ça, on en parle peu. Oui, mais est-ce que les habitants ont envie qu'on rentre Est-ce que les habitants ont envie que l'on rentre véritablement aussi dans ces quartiers? Parce que vous parlez d'une forteresse mentale, c'est ça, mais... Oui, mais il y a de la méfiance, évidemment, et c'est moi ce dont j'ai dû avoir à faire face en travaillant, c'est-à-dire au début, on est considéré comme un étranger, et un étranger, on lui parle pas, on lui parle peu. Donc il faut arriver à se faire présenter par des gens qui sont un peu plus ouverts d'esprit, parce que par leur métier, par leur activité artistique par exemple, ou par leur sont plus exposés à des gens extérieurs qui vont jouer le rôle un peu presque de fixeur en fait. Ouais, c'est ça. Et de proche en proche, et c'est impressionnant de voir comment le quartier est comme une fleur fermée quand on rentre dedans, et dès qu'on est introduit, la fleur s'ouvre et on peut discuter, et c'est incroyable sur les points de deal par exemple. Qui sont peut-être les endroits les plus difficiles d'accès, on peut passer devant, mais si on n'achète pas, il faut partir tout de suite. Mais si vous êtes introduit, moi j'ai passé des après-midi sur des points de deal à discuter avec les dealers. Ce qui est impensable si vous n'avez pas quelqu'un qui dit au début les sourcils sont faussés. Vous avez réussi à gagner leur confiance, quoi. Voilà, il faut en tout cas la confiance, et en tout cas être présenté par quelqu'un, c'est fondamental. Quelqu'un se porte garant de votre de votre honnêteté, ça c'est quelque chose vraiment très impressionnant. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas davantage de journalistes et puis d'émissions pour aller en fait dans ces quartiers et montrer ce qu'est la réalité, et ensuite essayer de trouver en fait des solutions? Parce que à travers votre livre, moi là où j'avais été interpellé, c'est ça, quoi, de se dire mais bon, ça ne se fait quasiment jamais, quoi, ça. Oui, forcément le terrain. Quand on est journaliste, c'est fondamental, et c'est comme ça qu'on peut avoir échappée au lieu commun, et aux commodités dont on parlait tout à l'heure, intellectuelles qui concernent ces quartiers. Les forteresses mentales dont vous parlez, on les trouve des deux côtés, c'est ça. Voilà, exactement, vous avez raison. Donc oui, il faut y aller. Après, les gens y vont, mais après, certaines personnes y vont. Mais la grande difficulté, je trouve, c'est que dans ces quartiers-là, on peut aussi être conforté dans ces idées préconçues, quelles qu'elles soient. Bien sûr, vous venez en disant ce sont des zones de non-droit, on va trouver, puisque en plus les tout jeunes... ce que vous avez décrit tout à l'heure, quand même, donc qui échappe quand même à la République, quoi. Bien sûr, bien sûr. Il faut les jeunes de ces quartiers-là, beaucoup en tout cas, il ne faut pas faire de généralité, mais beaucoup aussi jouent le jeu. Sont très contents d'avoir un article dans lequel on va dire on parle de zone de non-droit, ils vont dire entre quartiers, c'est la guerre en plus entre quartiers pour montrer qu'on est les plus forts, etc. C'est très facile d'aller parler avec un jeune et lui dire il y a eu des émeutes depuis 3 jours, et qui va vous répondre des choses, les flics s'ils arrivent on les égorge, etc. Mais en fait cette personne-là n'y pense pas vraiment, elle fait parfois il y a un engrenage. Le problème c'est qu'il y a un engrenage. Et après il y a un engrenage. Et pour revenir à la question de s'y rendre, etc., c'est important forcément, mais c'est vrai que si on y va pour une après-midi pour un reportage, évidemment on peut pas forcer, mais c'est logique, il n'y a que le temps pénétrer, bien sûr, il faut du temps. Ça. On va être conforté dans ces idées, quelles qu'elles soient. Si on est d'un côté à l'autre de l'échiquier politique, on va être conforté. Merci beaucoup Stanislas Poyet, un livre passionnant. Défense d'entrée, il y a un point d'interrogation quand même. Bien sûr. Enquête au cœur des quartiers prioritaires de nos villes pour comprendre quand même ce qui s'y passe. C'est assez incroyable, quoi. C'est évidemment, vous le dites, une fois qu'on a réussi à avoir la confiance, mais il y a quand même des choses assez effrayante, bien sûr, faut pas nier. Qui échappe. Non, bien sûr, avec tout ce que vous avez décrit. Et je pense qu'en fait, beaucoup de politiques, j'ai déjà dit à quelques-uns, devraient le lire, en fait, votre livre, bien sûr. On leur enverra. Merci beaucoup. C'est aux éditions du Rocher. Merci d'être venu ce matin au micro de Sud Radio.